Je trouve votre analyse assez radicale parfois quant à l'échec assuré de unschooling. Il y a des témoignages qui disent le contraire que vous devez connaître, comme celui d'André Stern ou le film Être et devenir. Mais ce n'est pas du unschooling. C'est ça justement la question. Ils font de l'instruction en famille, ce qui n'a rien à voir. Le unschooling, c'est l'absence totale d'enseignement magistral. Or, André Stern, il a reçu des enseignements. Même si vous voulez, la forme était différente, il était debout, il était en promenade, etc., on lui a quand même transmis, enseigné des choses. De manière informelle, non pas comme à l'école, mais il a quand même reçu des choses. Donc dès lors qu'il y a transmission, on n'est plus dans le unschooling. Le unschooling, c'est pas pas d'instruction du tout. Vous voyez, donc ça c'est la différence que nous avons faite et qui est maintenant partagée assez généralement, puisqu'il y a trois termes qui est unschooling ou ascolarisation en bon français. Instruction en famille et école à la maison. L'avantage de l'école à la maison, c'est que ça englobe tout le reste. Vous pouvez faire de la scolarisation ou de l'instruction en famille aussi. Vous pouvez parfaitement ne rien faire également. Mais il faut quand même transmettre quelque chose. Le témoignage raconte que certains enfants laissés libres de s'intéresser et se passionner peuvent faire preuve d'une grande concentration et autodiscipline. Bien sûr, à chacun de trouver ses méthodes. Je pense pour ma part que ça dépend sûrement beaucoup du caractère de l'enfant. Bien sûr, c'est ce que nous montrons aussi, c'est ce que nous encourageons. Bien sûr qu'il faut aller vers ça. Mais si vous voulez, il ne faut pas avoir d'approche trop idéologique à ce sujet. Le fait de croire que tout doit être absolument de l'ordre du libre arbitre de l'enfant, ce n'est pas une approche raisonnable. Le fait de croire que rien ne doit être du libre arbitre de l'enfant n'est pas raisonnable non plus. Et donc nous amenons, parce que dans la vie il y a effectivement une efficacité certaine quand vous êtes passionné et que vous aimez ce que vous faites, mais il y a parfois aussi le besoin de faire des choses qui ne vous plaisent pas. Et à ce moment-là, comment est-ce que je vais être performant si je n'ai jamais eu l'occasion de faire des choses pour lesquelles je n'étais pas préparé et que je n'aimais pas? Et c'est là où nous avons vu des grands problèmes, c'est des enfants totalement incapables de répondre à des demandes qui leur étaient faites dans le cadre d'associations ou d'entreprises. Donc il faut aussi les préparer à ça. Je crois, moi, qu'il faut développer les deux aspects. euh, le maximum que l'enfant soit dans une autonomie, progressivement de plus en plus développée avec l'âge. Et d'ailleurs, ça démarre très tôt, c'est-à-dire tout petit, les enfants font absolument ce qu'ils veulent, parce qu'on ne va pas démarrer à faire. Pour nous, nous sommes contre les cours aux petits-enfants. Donc on les laisse faire tout ce qu'ils veulent et on leur ramène des choses qu'ils développent comme ils veulent. Et puis ensuite, les apprentissages de base, c'est bien d'en passer par des challenges où il y a une certaine discipline, de temps en temps. C'est excellent, parce que ça aide énormément le cerveau, et on le sait. Il y a des études très complètes sur le développement du cerveau, où l'enfant a besoin aussi d'avoir parfois des cadres. Et puis, comme je vous le disais, développer en même temps, progressivement, et de plus en plus, une autonomie où l'enfant va pouvoir mener, comme il le souhaite, ses apprentissages. De même, n'est-ce pas trop catégorique que l'affirmer que le système scolaire ne produit que des échecs? Ah, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça, nous ne disons pas ça, nous disons que ça produit massivement des échecs. Il y a aussi pléthore d'exemples où les élèves sont bien sortis sans être analphabètes ou complètement déséquilibrés. Alors, il y a eu, là vous parlez au passé, bien sûr, dans l'histoire, d'ailleurs nous avons fait un historique justement qui pourrait vous intéresser, et nous avons fait une page aussi où toutes les idées fausses sur l'école, parce qu'on critique souvent l'école dans le milieu de l'IEF, en disant des bêtises. Donc nous avons fait un article à ce sujet, que vous pouvez retrouver, et sur l'histoire de l'école et comment elle était autrefois, comment est-ce qu'elle a pu fonctionner, et comment est-ce qu'aujourd'hui elle ne fonctionne plus et pourquoi. Donc il y a de moins en moins de gens alphabétisés et équilibrés qui sortent de l'école, ça c'est un fait, mais il y a eu des époques où ça fonctionnait. Ça concerne quand même la quasi-totalité de la population, il y a des gens avec des valeurs et des valables autour de nous. Non. Alors pour ce qui est de la quasi-totalité de la population, elle s'en sort mal, puisqu'elle est très très mal lettrée. Et si vous posez la question à une majorité de gens relative à de la culture générale ou faire une dissertation relativement courte sur un sujet d'actualité, ce sera l'échec. Vous aurez des trucs qui seront d'un niveau, si vous voulez, de CE1 ou CE2 il y a 50 ans. Donc c'est exécrable. Et encore, et encore. Moi je vois des lettres écrites par certains parents, donc plus de 20 ans. Le niveau d'orthographe est inférieur à celui d'un enfant de CE1 il y a 50 ans. Et la formulation est extrêmement fragile. Très très fragile. Bon. Donc ça c'est quand même un phénomène massif. Alors je ne dis pas que tout le monde est en dessous du niveau de CE1 des 50 ans, c'est difficile de faire des évaluations parce que ça dépend dans quelle matière aussi. Il y a des matières qu'on a hyper développées, d'autres qu'on a délaissées. Mais dans l'ensemble, le niveau s'est quand même largement effondré. Mais bien sûr qu'il reste des gens avec des valeurs et de nouveaux valables, etc. En particulier les gens sortant de l'école hors contrat s'en tirent quand même beaucoup. Et puis il y a bien sûr le développement
d'autres disciplines, d'autres savoirs, qui ne sont pas forcément les savoirs académiques, que nous ne réfutons pas intégralement, je le répète, ils ont leur utilité, mais il y a aussi autre chose, qui sont d'autres savoirs, d'autres approches, et en particulier, le plus connu d'entre eux, c'est la créativité, qui n'est pas mise en valeur à l'école, qui est mise en valeur de manière académique, justement, ce qui nuit énormément à sa nature même, et toutes sortes d'autres choses qui ne relèvent pas forcément des savoirs qui seront comptabilisés au moment du bac. Le bac qui, lui aussi, répond à des critères qui sont caducs, selon nous. Donc il faut s'intéresser aux nouvelles choses, à toutes ces choses-là, sans oublier des fondamentaux qui sont indispensables. On ne peut pas dire que le salut est intégralement dans la modernité, on n'a plus besoin d'écrire, on n'a plus besoin de compter, plus besoin de savoir lire, plus besoin de savoir de restituer un texte. Non, on ne peut pas dire ça. Mais on ne peut pas dire non plus le salut est uniquement dans la formation dispensée par l'école de manière académique et classique. Que le jeune adulte sorte lésé du système, voire handicapé par rapport au potentiel de développement jamais, de là dire que nous devons tous échouer, je ne sais pas. Nous ne disons jamais ça. Voilà. Il y a quand même des enfants qui s'adaptent bien au système. Oui, mais des enfants qui s'adaptent bien au système, c'est pas forcément bon signe. Vous savez, aujourd'hui, il y a des policiers qui s'adaptent très bien au système. Il y a un préfet de police, il s'est très très bien adapté au système, mais c'est un type dangereux. Donc s'adapter au système, c'est pas une valeur en soi. Le système, s'il est mauvais, il vaut mieux ne pas s'y adapter. Et nous disons souvent qu'un enfant qui a des difficultés avec le système est souvent un enfant qui manifeste ainsi, de manière exacerbée, qu'il a des ressources qui sont heurtées. La mauvaise réaction à un mauvais système est une bonne réaction. Donc attention à ça. Enfin, je suis très intéressé par l'instruction en famille, cette forme de continuité dans l'apprentissage, comme vous le conseillez des cours, au début en tout cas. Oui, tout à fait. Je pars avec cet a priori que l'enfant animé par un sujet va aimer recevoir des réponses à ses questions et qu'au travers de ses centres d'intérêt, on peut toujours recevoir les fondamentaux. Oui, ça c'est un a priori qui est assez largement vrai, mais pas totalement. Voilà. Alors je veux pas, surtout ne mettez pas l'accent sur la seconde partie de ma phrase, c'est très largement vrai. Oui, il va aimer recevoir des réponses et des questions, mais il va aussi recevoir des réponses à des questions qu'il ne s'est jamais posées. Et donc il serait intéressant que vous puissiez solliciter de nouvelles questions. Et c'est ce que je dis, il ne faut pas attendre que l'enfant s'intéresse de lui-même à des sujets dont il n'a jamais entendu parler. Si vous voulez, je vous donne, je sais pas moi, l'exemple de la fabrication du houblon, de la bière et du houblon au XVe siècle en Bavière. Je doute que l'enfant pose la question spontanément. Maman, comment est-ce qu'on faisait pour traiter le houblon au XVe siècle en Bavière? Il ne va jamais vous poser la question, parce qu'il ne sait probablement pas ce que c'est que la Bavière, il ne sait pas ce que c'est que le houblon, et il ne sait probablement pas comment est-ce qu'on fabrique de la bière, ou du moins il ne le sait pas très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne va pas vous poser la question sur comment les Tokugawa ont dominé le Japon en leur temps. Parce qu'il n'a jamais entendu parler de Tokugawa. Et que donc si vous n'apportez rien à l'enfant, il ne va pas inventer les choses. De même qu'il ne va pas vous dire maman, j'ai découvert le théorème de Pythagore tout seul. C'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Il ne peut pas deviner qu'il y a eu Pythagore et que Pythagore a fait un théorème. Donc tout ça, il va falloir lui amener et qu'il amène par lui-même les choses grâce à un certain plaisir ou du challenge. Vous voyez? Donc au travers de ce centre d'intérêt, on peut recevoir certains fondamentaux, mais pas tous. Et j'ai des exemples très fréquemment sous les yeux d'enfants qui ont des centres d'intérêt qui effectivement sont très bien développés chez eux, mais ils sont totalement inaptes sur des tas d'autres choses. Et nous sommes tous totalement inaptes sur des tas d'autres choses. Moi, si vous me posez des questions en astrophysique, je serais inapte, parce que je ne m'y suis pas intéressé et que personne ne m'a donné des éléments. Donc les fondamentaux de quoi? Supposons qu'on prenne les éléments fondamentaux que sont eau, terre, air et feu. C'est ce qui est distingué dès l'origine par l'Égypte, et rapporté par Empédocle, auquel d'ailleurs Aristote ajoute faussement l'éther, ce qui est une erreur, mais ça c'est autre chose. Donc prenons simplement ces 4 éléments. Déjà, il y aurait des millions de choses à savoir dessus. Structure moléculaire, l'énergie, la circulation des fluides, etc. etc. Vous comprenez? Bon. On peut s'intéresser à pi en parlant des matières. On peut s'intéresser à plein de choses. On peut s'intéresser au vocabulaire. On peut s'intéresser à l'historicité des recherches. Alors, les fondamentaux, si on considère que c'est écrire à peu près, savoir lire à peu près et savoir parler, se situer à peu près dans une géographie et dans une histoire, oui, vous pouvez effectivement aborder tout ça et acquérir tout ça via les fondamentaux, les centres d'intérêt de l'enfant. Mais n'oubliez pas que ça ne suffira pas pour que l'enfant, d'une part, soit heureux et d'autre part, développe sa carrière. Il lui faudra davantage quand même.
Et il lui faudra en particulier de la créativité et des éléments spécifiques, un plaisir d'apprendre, etc. Et donc, vous voyez, je crois qu'il faut faire attention. C'est toujours une question aussi d'âge et de degré. Il est important de saisir que ce qu'on dit à un âge n'est pas la même chose que ce qu'on dit à un autre âge. Les fondamentaux sont nécessaires quand on est tout petit. Arrivé à 15 ans, il faut avoir dépassé largement ça et avoir davantage. Bon, tout ça, on vous en parlera dans l'accompagnement. Ma question est là pour l'instant. Est-il bon d'anticiper comme le fait l'école sur les savoirs fondamentaux ou vaut-il mieux attendre que le moment se présente où l'enfant a besoin de cette information pour avancer et donc l'intègre durablement lui? Alors ça, nous répondons déjà à cette question. Et cette question est mal posée en fait. Parce que vous avez des enfants qui, à l'âge de 3 ans, ont déjà une passion absolue pour l'eau et savent plein de choses. Il y a des enfants qui savent que c'est H2O et connaissent plein d'éléments sur l'eau, que vous ne savez toujours pas à 14 ou 15 ans dans un circuit normal. Et d'ailleurs, l'école n'anticipe pas sur les savoirs fondamentaux. L'école est hyper en retard. Si vous prenez Champollion, à 7 ans, Champollion, il connaissait 8 ou 9 langues. Donc l'école, si vous prenez une base, ça dépend quelle base vous prenez. Si vous prenez une base d'exigence 1850, je vous garantis que l'école est hyper en retard, puisque même au niveau du bac, on ne sait toujours pas ce que les enfants savaient en CM2 ou CM1. Et encore aujourd'hui, vous savez qu'en prépa, on fait des mathématiques basiques. Le remplissage d'une bassine avec une fuite, par exemple, on voit ça en prépa aujourd'hui. C'est les choses qu'on voyait en CE2, CM1. Il faut relire Pagnol, vous verrez ce qu'il raconte sur les problèmes qu'il éludait à l'école. Donc cette question, elle est très variable. La manière dont on présente. On croit, si vous voulez, le public croit que l'école anticipe sur l'apprentissage de l'enfant. Elle n'anticipe pas. Elle fournit. Si vous voulez, c'est extrêmement simple à comprendre. Elle fournit un ensemble de savoirs, dans les bonnes écoles, je vous parle des bonnes écoles, à l'enfant, parce qu'elle ne peut pas s'arrêter à chacun des enfants, matériellement c'est impossible, pour savoir ce qui l'intéresserait. Tout simplement parce que c'est des classes avec beaucoup d'enfants. Au-delà de 10 enfants, c'est impossible. Il n'y a qu'à l'école à la maison, c'est pour ça que nous la préconisons, que vous pouvez amener à l'enfant des savoirs qui correspondent à des choses qui l'intéressent et qui le motivent. Bien. Mais, par ailleurs, il faudra aussi lui amener des choses dans des domaines qui, a priori, ne le passionnent pas. Il y a des enfants, par exemple, qui sont très matheux, qui adorent les chiffres. Mais peut-être qu'ils seraient aussi très heureux qu'on leur parle de la forêt, du développement des sous-bois, et qu'est-ce que c'est que la vie de l'humus et des bactéries, etc. Et quelle quantité les oiseaux rejettent de déchets sur Terre. C'est absolument considérable, par exemple. Et comment est-ce que ça contribue à renouveler le sol, etc. Vous voyez, donc il faut rester très ouvert là-dessus. Il ne faut pas avoir d'a priori. Je pense qu'il faut avoir autant que possible cette idée que l'enfant doit être nourri dans ses demandes, et puis par ailleurs lui amener d'autres choses dans d'autres domaines. J'ai un enfant là qui s'est intéressé pendant des années au Titanic. Oui, mais c'était un peu trop. Il ne connaissait que ça. C'est intéressant comme sujet si on veut, mais il y a quand même autre chose. Il y a autre chose que l'histoire du Titanic dans l'histoire. Il y a eu plein d'autres choses. Il y a eu d'autres bateaux, il y a eu toute une histoire de la navigation, de la marine, etc. Mais quand un enfant n'a qu'un seul élément, il tourne autour et il n'en finit plus, si vous voulez. Et après, ça peut devenir pratiquement obsessionnel. Ça fait des adultes qui sont hyper forts dans un domaine ou dans 2 domaines, mais qui sont très 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 mauvais ailleurs. Ça fait des inaptes en fait. On a ça dans le monde informatique, on a ce qu'on appelle des geeks, c'est-à-dire des gens qui sont très très forts en informatique. À côté de ça, ils sont complètement asociaux. C'est très fréquent. Donc, il faut faire attention à ne pas se contenter des centres d'intérêt de l'enfant. Il faut dépasser ça. Alors, vous voyez, au tout début, on dit attention parce que l'école ne répond pas aux besoins de l'enfant. C'est vrai, puisqu'elle le met sur une voie ferrée. Quand c'est une bonne école, ça se fait bien. Quand c'est une mauvaise école, elle ne lui donne même pas les fondamentaux. Et non seulement elle ne suit pas ses souhaits, mais en plus, elle ne donne même pas des enseignements dignes de ce nom. Mais l'instruction en famille ou l'école à la maison peut aussi se tromper et ne pas aller au-devant des désirs et des besoins de l'enfant ultérieur, futur, qu'il n'a pas encore manifesté et qui manifestera au fur et à mesure que vous allez lui donner des choses. Vous voyez le danger. Se contenter de dire « Que veux-tu mon enfant, je te le donne », c'est passer à côté de tout ce que l'enfant pourrait désirer mais qu'il ne connaît pas encore. Et ça, c'est un sujet extrêmement important à notre avis. C'est un sujet totalement méprisé, mis de côté par
des gens qui tiennent ce discours général qui est celui d'André Stern, mais dévoyé et omettant qu'il peut y avoir des choses amenées à l'enfant qui sont en dehors de son libre arbitre et en dehors de ce qu'il pourrait souhaiter. Alors, quelle serait la bonne méthode? Quelle est la bonne méthode quand on fait l'école à la maison ou l'instruction en famille? Dans un premier temps, on commence par aller au-devant de ce que l'enfant souhaite, surtout quand il est tout petit. Et puis progressivement, on étoffe un petit peu cet enseignement en apportant d'autres éléments. On ne se contente pas simplement de faire comme beaucoup de fanatiques de l'IEF, je ne fais que ce que mon enfant veut faire, parce que ça conduit à des échecs. Et encore une fois, André Stern, c'est pas ce qu'il a vécu. André Stern, il a été nourri par des parents qui lui donnaient autre chose que simplement ce qu'il voulait bien. Quoi qu'il en dise, hein. Vous regardez André Stern, la manière dont il s'exprime, on voit très bien qu'il a reçu beaucoup de choses qui ne sont pas seulement des choses qu'il est allé acquérir par lui-même. Et quand bien même, alors supposons que ce soit un cas miracle où le gars il a réussi à acquérir un savoir quasi universel par lui-même, c'est un cas trop rare pour qu'on puisse dire ça va marcher avec tous les enfants. Il faut être prudent aussi parce qu'on peut conduire des familles à l'échec et vous auriez des enfants qui arriveraient ensuite à l'âge de 25 ans qui vous diront oui mais moi je ne suis pas André Stern et j'étais pas très bon, j'étais pas aussi bon que lui, j'étais pas aussi intelligent et ma vie a été gâchée parce que j'ai pas reçu ce dont j'avais besoin. Et ce dont j'avais besoin, ça n'était pas ce dont j'avais envie. J'ai découvert en grandissant que ce dont j'avais envie, c'était pas du tout, et c'était très loin de ce que je veux maintenant et ce que j'ai commencé à désirer quand je suis devenu plus mature, plus grand. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut non plus se focaliser et s'obséder avec la vie de l'adulte, et en ce sens, Arnaud Stern a raison, qu'il y a une beauté de l'enfance, et qu'il faut savoir livrer l'enfant ce dont il a besoin au moment où il est, et non pas en se projetant sans arrêt dans l'avenir, c'est ce que nous disons fréquemment. Il y a une merveille de l'enfance à chaque étape, à chaque instant. Cependant, il ne faut pas condamner son avenir sous le joug de son bon vouloir ou de ses simples pulsions, de ses simples centres d'intérêt d'un moment qu'il a et qui est probablement, certainement passager. Pour ma part, je me suis intéressé à des tas de choses quand j'étais enfant qui aujourd'hui ne m'intéressent absolument pas. Et peut-être même, peut-on poser le postulat que, par un effet de catharsis, dès lors qu'on a épuisé un sujet dans sa petite enfance, peut-être qu'on n'en a plus envie plus tard, parce qu'on a épuisé ce sujet et que ça ne nous intéresse plus tout simplement. Et c'est fréquent chez l'être humain d'épuiser des sujets et de vouloir faire autre chose. Beaucoup de gens créent des entreprises et puis au bout d'un moment, quand les choses marchent bien, eh bien ils la laissent tomber parce que ça ne les intéresse plus. Ce qui les intéressait, c'était de créer une entreprise. Donc il faut faire attention à ça. Y aller étape par étape. Donner des choses à l'enfant, mais ne pas oublier qu'il y a des perspectives. C'est ça la sagesse de l'adulte. Il faut faire attention à ce que les enfants ne se retournent pas contre vous en vous disant « oui, tu m'as laissé faire, mais c'est pas ce qu'il fallait ». Et il y a des enfants qui disent ça. Il fallait aussi m'apporter autre chose. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'aimerais bien réussir telle ou telle chose, j'aimerais bien rentrer à la NASA, j'aimerais bien faire ceci, cela. Et je n'ai jamais appris comment ceci ou cela, parce que tu ne m'en as jamais parlé. Donc il faut éviter ce problème. Et il est important, je crois, que l'enfant puisse choisir par lui-même plus tard ce qu'il veut faire. Et pour ce faire, pour choisir, il faut que le choix soit aussi large que possible. Il voudra peut-être devenir pilote d'hélicoptère, peut-être qu'il voudra faire de la photo, peut-être qu'il voudra devenir acousticien, peut-être qu'il voudra être ébéniste, peut-être qu'il voudra être chasseur professionnel, gérant des cheptels d'animaux et les sauvant de la disparition totale. Vous savez, il y a tellement de métiers aujourd'hui, il y a tellement de choses que je crois qu'il faut être à même d'amener à l'enfant le maximum d'éléments qui lui permettent d'ouvrir son horizon. Et sans que ce soit de la contrainte, de l'embrigadement et ce que fait l'école dont le niveau d'une part est très faible et en plus enseigne toutes sortes de contenus qui sont sans intérêt pour l'avenir de l'enfant. Nous le disons dans l'accompagnement, nous disons il y a tas de choses sur lesquelles vous allez pouvoir zapper dans les cours qu'on va vous envoyer ou que l'école vous donne, que certains cours par correspondance vous envoient, il y a des choses qui sont inutiles, elles sont dans le programme mais elles sont inutiles. Il vaut bien mieux développer des choses qui intéressent l'enfant par exemple. Voilà pour ce sujet. Et merci pour votre message et ce que vous faites pour vos enfants. À très bientôt. Au revoir.